Donc, je vais vous proposer l'idée que depuis des milliers d'années, ce qui se passe sur la planète, ce qu'on a développé un corps chaque fois plus atrophié. Atrophié, c'est dit? Atrophié, oui. On nous a vendu l'idée, à mon avis, complètement fausse, que ce corps atrophié, c'est une civilisation supérieure. Ça a à voir avec toute une tradition de mépris du corps. C'est quelque chose que disait Nietzsche, non? Les mépriseurs du corps, il y a toute une tradition, au moins à partir du platonisme, mais bon, c'est une vieille tradition de plus de 2500 années, du mépris du corps. Comment est-ce que je peux avancer ici? Donc il y a une espèce de guerre millénaire entre deux conceptions du corps complètement différentes. D'un côté, celle dominante qui est le corps et le monde en tant que calculable. L'idée que tout soit calculable. Le corps est une matière qui peut être mesurée de milliers de manières. Et ces mesures-là peuvent être manipulées, devenir abstraites. Il y a ce rapport très particulier entre cette conception matérialisante du corps et comment ça devient même la possibilité de manipuler le corps, de créer un corps abstrait. Donc, comprenez la conceptualisation même du corps en tant qu'une matière mesurable et aussi la possibilité de faire tout genre d'abstraction de la corporalité en tant qu'algorithme aussi. Je ne sais pas si on comprend cette idée. Parce que c'est paradoxal en premier lieu, mais la conception du corps en tant que matière mesurable et la possibilité aussi de le manipuler d'une manière abstraite. Mais ça a une histoire enfin très récente. 19e siècle, je crois. Mais donc, il y a toute cette histoire millénaire, mais avec une histoire récente très forte, de créer un corps calculable. C'est-à-dire, à mon avis, et ça pose une question très profonde sur laquelle on va y avoir des gens qui pensent le contraire de moi. Le corps et le monde ne sont pas simplement et d'abord calculables. Ce qu'il faut penser, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait que le corps et le monde deviennent calculables. On va voir aussi pourquoi ça c'est un problème, parce que peut-être vous pensez, pourquoi ça c'est un problème, non? C'est bien que c'est calculable, non? On va problématiser d'abord, on va essayer de voir pourquoi c'est un gros problème de chercher que tous soient calculables. Et on va essayer de voir comment est-ce qu'on a créé un corps et un monde calculable. Et on va voir comment corps et monde sont inséparablement liés dans ce processus-là. De manière que plus on crée un corps appauvri, qui est le corps calculable, je vous avance déjà l'idée, on crée un corps calculable à la mesure qu'on appauvrisse le corps en mouvement. Plus on crée un corps appauvri, atrophié, que devient alors calculable, plus on crée un monde appauvri, est une crise planétaire. C'est-à-dire, la crise planétaire est absolument liée à un corps appauvri, devenu calculable pendant des milliers d'années. On comprend plus ou moins? Oui. Et donc, un des points très importants dans cette histoire millénaire de créer un corps calculable, c'est l'invention de la perspective dans la Renaissance. Ici, vous voyez cette gravure de Duras que je montre toujours, où on voit une de ces machines qu'on a inventées dans la Renaissance pour vraiment activer cette manière de voir le monde en termes toujours des points fixes de vision. Le point fixe de vision a été théorisé pour la première fois en 1436 à Florence
par le humaniste Leon Battista Alberti. C'est la première fois qu'on a vraiment théorisé, systématisé cette manière stricte de percevoir tout, inclus ton propre corps, à partir d'un point fixe de vision. C'est ça, c'est ce rapport fixe de distance et de position par rapport à une grille, une fenêtre qui te sépare ontologiquement du monde. C'est ça, ça précède 200 années le traité de Descartes, René Descartes. C'est-à-dire, Descartes avait simplement intériorisé complètement cette manière de percevoir et a donné une épaisseur métaphysique à cette manière qui était déjà matérialisée 200 années avant à travers la perspective. Ça a colonisé le monde complètement. Ça, c'est, à mon avis, l'instrument primordial de tout le projet colonial. C'est la manière primordiale, ontologique, de créer un autre calculable. Corps, monde, tout ce qui se place en mode fixe derrière cette fenêtre devient calculable. Mais ça comporte que soit l'observateur et l'observé s'atrophie, s'immobilise, réduise quoi? Le mouvement. Le mouvement est toujours le grand terme irréductible qu'il faut minimiser pour créer le monde calculable. Et c'est pour ça aussi que la réponse à ce monde appauvri, c'est récupérer la richesse du mouvement qu'on a cherché d'éradiquer pendant des milliers d'années. Ce point fixe de vision est une véritable aberration cosmologique. Parce que la perception, toujours, même ici, mais ici, dans le plus pauvre sens possible, est toujours une question de mouvement et d'intégration multisensorielle. N'importe quelle expérience quotidienne qu'on a en tant que corps est toujours une complexe manière d'intégrer une pluralité de sens. Il y a beaucoup plus de 5 sens en mouvement. Et la matrice qui interprète ça, c'est la propre perception, que le sens du mouvement interne du corps, qui est notre sens plus profond de soi et du monde aussi. On va parler de ça bientôt. Donc, le point fixe de vision a cherché d'éradiquer plus que possible les deux choses, la multisensorialité et le mouvement. C'est la manière plus pauvre et atrophiée de perception qu'il y a jamais eu sur la planète. Mais c'est celle qui a devenu la plus dominante. On l'a dans notre vie partout. On a hérité cette manière de percevoir et encore la manière dominante. C'est cette manière de se fixer par rapport à une grille qui crée déjà une perception algorithmique que tu peux transposer point par point d'une grille à l'autre, qui est à la base de tous les systèmes numériques de l'actualité. C'est parce que nous sommes alignés à ces points fixes de vision qui maintenant sont mobiles et ubiquitaires partout. Notre téléphone portable, c'est une complexe évolution de cette machine-là. Une des différences, c'est que la grille, ici, était physique et immobile. À partir de la cybernétique, dans les années 40, siècle dernier, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu l'émergence de la cybernétique. Les cybernétiques peut être assumé comme une espèce de grille mutante qui s'adapte à un monde qui change. La grille même qui calcule les choses change elle-même, elle s'adapte à un monde en mutation. Chaque fois que tu touches ton écran, ton téléphone, c'est comme si tu es connecté avec une grille qui est connectée avec des systèmes planétaires de computation. Le nuée, le nuée. Le nuée, qu'est-ce que c'est le nuée? Le nuée, c'est une machine extrêmement puissante
extrêmement insoutenable, soit à niveau environnemental que social. On va voir un peu ça. Mais disons que ces manières de s'aligner, de se fixer, de s'atrophier, est à la base stricte et profonde de tous les systèmes numériques de l'actualité, qui ne peuvent pas fonctionner s'il n'y a pas cet alignement millénaire cumulé derrière. De nouveau, on devient calculable, on devient contrôlable à la mesure et dans la mesure où on réduit notre capacité auto-organisée et émergente de bouger. C'est là où je vais aller, parce que tout notre concept sur le mouvement sont malheureusement aussi influencés par toute la manière de comprendre le monde qui est émergée avec ce type de perception. Toutes les ontologies et les épistémologies dominantes, les manières dominantes de penser qu'est-ce que c'est la réalité, le monde et notre propre connaissance, vient aussi de cette machine de l'atrophie. Il y a tout un énorme travail à faire alors pour reconceptualiser complètement le mouvement même, le corps, la perception. Et c'est ça que je vais vous procéder directement. Ça, c'est seulement un peu d'analyse du problème, de ce que je vois comme la base du problème. Ça nous connecte avec ce qu'on vous montrait avant, c'est-à-dire, en général, l'attraction numérique et télématique est une extension de cette tradition d'un corps appauvri, atrophié, immobilisé, qui interagit seulement dans la mesure où il est calculable. Tu t'alignes précisément avec le point, l'axe d'une interface qui te mesure et qui te force à entrer dans ces coordonnées. Bon, comment redessiner non seulement le numérique? Vous allez voir que je propose en fait, cette dernière année, les nouvelles idées que je vais vous montrer ne sont pas très optimistes de la possibilité d'avoir aucun type de rapport avec le numérique qui soit soutenable. Ce qui est, à mon avis, le futur pour la planète n'est pas du tout dans le numérique, et strictement et seulement dans le corps. Mais le corps réinventé. Il faut réinventer le corps. Donc, voyons voir un peu plus de choses. S'il y a trop de choses, bon, on s'arrête. Hein. Vous m'arrêtez, on parle. Hein. En fait, pourquoi tu penses qu'il y a eu ce besoin de délimiter le corps? En quel sens l'existence de non-mouvement était nécessaire pour contrôler le monde, en fait? Je pense que le mouvement est en soi, c'est une partie de ma redéfinition du mouvement. Je pense que le mouvement est ontologiquement indéterminable et qu'il devient déterminable seulement dans la mesure où il se réduit. Ok, mais les besoins de le réduire, c'était pour se baisser. Je pense qu'il n'y avait pas du tout du besoin, c'était simplement un accident évolutif terrible. En fait, de cette pensée. C'est une chose qui a émergé dans une temporalité extrêmement courte à niveau géologique. C'est-à-dire toute la florissance des civilisations dominantes, des grands systèmes de domination auxquels est absolument lié cet appauvrissement du corps, a émergé dans une temporalité extrêmement brève, même par rapport à l'existence de Sapiens. Je pense que c'est une véritable anomalie spatio-temporelle, un véritable échec évolutif qu'il faut absolument renverser. Et qui est lié quand même politiquement, qu'on le veuille ou pas, ça passait par différents modes, religion, etc., par le besoin des puissants de contrôler
contrôler les corps, c'était contrôler aussi la richesse, etc. etc. Donc il y a forcément... C'était une manière de justifier les pouvoirs sur les autres dominés, en fait. Donc ici, vous voyez non, comment chaque geste de se faire un selfie nous connecte avec cette nuée qui est en fait... bon, ce sont la map des câbles submarines qui connectent les serveurs à travers toute la planète. Dans des microsecondes, notre selfie va voyager à travers des infrastructures extrêmement problématiques. Bon, voilà, ça c'est très important. Ça c'est le diagramme qui nous donne un peu de... Je pense qu'il faut corriger urgemment toute une série des fausses conceptions cosmologiques qu'on a héritées de l'humanisme. On a dessiné le monde comme si c'était vraiment autour de nous et à notre échelle. Et ce n'est pas du tout le cas. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Cette ligne-là, ce sont les 300 000 années, c'est l'évolution de la population du sapiens. Pendant plus ou moins 200 990 années, presque la totalité, presque les 300 000 années qu'on pense que le sapiens a existé, la population a été dessous 1 million. C'est seulement dans cette toute petite période de 10 000 ans, après la dernière âge de hielo, la dernière glaciation. Après la fin de la dernière glaciation, il y a eu cette explosion démographique complètement délirante. Je vais vous montrer maintenant seulement, d'abord c'est très important pour moi situer cette explosion dans cette ligne. Ces 300 000 années sont aussi même un temps très court géologiquement. Il faut penser les 3 millions d'années où il y a eu des hominides, et puis les 300 millions d'années où il y a eu l'explosion des vies multicellulaires complexes, et puis 3 milliards d'années jusqu'à l'origine de la Terre. Donc même ça, c'est un temps très très court géologiquement. Et imagine l'explosion des civilisations dominantes, ici, l'agriculture, l'origine de l'agriculture. C'est un événement complètement anormal. Parce qu'ici, toute cette énorme... Imagine que toutes les cultures duquel on sait quelque chose sont émergées même ici. Mais ça, c'est pas une vide. Ici, il y a eu tout genre de cultures tribales avec des pratiques corporelles très riches. Des milliards de cultures différentes. Et tout ce qu'on connaît est seulement ici. On va amplifier la vision sur cette partie-là. Ici, vous voyez seulement le dernier 10 000 années, plus ou moins. Ça, c'est l'évolution, c'est un diagramme que j'ai fait moi-même, mais à partir des données qu'il y a, vous pouvez trouver. Donc, jusqu'à la Renaissance, pendant 9500 années, plus ou moins, on a eu déjà une croissance considérable de à peu près 1 million jusqu'à à peu près 200 000. 170 millions. Mais de notre perspective, ça c'est plus linéaire encore. Puis il y a eu cette explosion première de la Renaissance il y a 100, 120 années, 150 années. Et puis on entre vraiment dans une exponentialité complètement délirante dans les derniers 150 années. Où on va de 1 milliard, 1000 millions, non? Oui, c'est ça. 1 milliard, on est presque 8 milliards, mais on va bien sûr vers les 10, peut-être 12, peut-être plus que 12 milliards de population. Mais non seulement ça. Si on veut comprendre que aussi la consommation de chaque individu c'est multiplié par 10. Pardon. Oui, je n'ai pas ici le... Bon. Ah, oui, ici. OK. Ça, c'est la véritable...
Oui, non, ça c'est la véritable courbe. Ici, on va de 1 million à 100 milliards. Ça c'est aussi le numéro à peu près des animaux qui sont dans les champs de concentration qu'on appelle granja. Les fermes. Ferme. Dans les fermes. Milliards, c'est à peu près le nombre d'animaux qui sont maintenant dans les champs de concentration qu'on appelle ferme. C'était justement un philosophe juif qui a fait la comparaison entre le Holocauste, on dit Holocauste? L'Holocauste. Nazi et le Holocauste des animaux. Je l'appelle, c'est pas seulement ça, mais ça fait partie d'une chose encore plus grande, mais je l'appelle le Holocauste planétaire. L'Holocauste planétaire est non seulement le fait qu'on a 100 milliards d'animaux enfermés dans le champ de concentration, mais aussi tout le processus d'extinction en masse d'espèces qui a déjà bien commencé. Absolument pas. Il y a accord dans les Nations Unies, etc. C'est-à-dire c'est une chose qui est complètement évidente qu'il y a déjà la 6e grande extinction a commencé. La Terre a eu des grandes extinctions quelquefois. Dans les derniers 500 millions d'années, il y a eu 5 grandes extinctions. Mais en général, elles s'étaient douées à l'interaction de la Terre avec les milieux cosmiques. Je vous ai montré comment toutes les civilisations qu'on connaît sont émergées dans un instant géologique extrêmement court. Les fluctuations de la planète à niveau climatique, tectonique, etc., et aussi de l'interaction avec les milieux cosmiques sont impressionnantes. C'est impossible presque d'imaginer le dynamisme de la planète et aussi en relation à l'entourage cosmique. Toutes les civilisations dominantes agriculturelles sont émergées dans une période très courte de calme dans les énormes fluctuations de la planète et par rapport au milieu cosmique. Mais disons que ça serait là, c'est déjà la seule extinction en masse qui est générée par une espèce qui a surgi dans la planète. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Je pense que quand on parle en général de oui, il faut les énergies renouvelables, etc., on a une politique en général, même dans des mouvements radicaux, qui, je pense, c'est une politique palliative et de parties. Oui, quand on met de mettre de petits... Sparadrap. On ne parle jamais de deux grandes questions qui, à mon avis, sont les questions. Une question, c'est qu'il n'y a rien à faire pour la future de la planète si on a une population humaine comme ça. Absolument rien. C'est absolument impossible de penser à un monde soutenable avec cette délirante population humaine. Absolument impossible. Je vais vous proposer plus tard mes idées pour une réduction radicale, qui n'est pas une extermination. L'extermination va venir... Non, écoute, l'extermination vient avec l'extinction en masse des problèmes climatiques, etc. C'est-à-dire, l'extinction vient si on continue comme ça. Tout à fait. C'est-à-dire, qui entre vous pense que cette courbe-là peut continuer à l'infini? Comme si vraiment on peut continuer à passer à 12 milliards, puis 100 milliards d'humains, et tout le monde avec un téléphone portable, et tout le monde avec une maison avec beaucoup de lumière, et tout le monde... C'est déjà pas le cas. On est déjà dans la limite, mais rien s'arrête. Mais j'ai l'impression que le système il est conçu
conscient de cette réalité. Non, mais c'est que je pense qu'il y a une espèce de vision de cosmogonie comme quoi tu vas être prédatrice dans le sens qu'on va consommer tout ce qui est sur la Terre. Et c'est pour ça qu'il y a, je pense, tellement d'investissement d'aller maintenant vers la course vers la Lune qui à nouveau se manifeste de manière très active. La Lune, parce que quand tu vois, quand il y a eu le problème, on était conscient que le pétrole allait s'épuiser dans 50 ans, on a commencé à faire des recherches sur les énergies alternatives. Donc, ce n'est pas grave, parce qu'ils pensent qu'il y a toujours une possibilité ailleurs. Non, mais écoute, oui, on va parler un peu de ça aussi, mais je vais vous donner après ma version de où vient tout ce délire, et aussi de l'absolu manque c'est-à-dire cette volonté d'échappe cosmique, comme je dis. Il n'y a d'autres planètes possibles. Il n'y aura jamais. Pourquoi? Je vous le donne. C'est toute partie de cette ignorance cosmologique, comme je l'appelle. Non, mais c'est... Non, écoute, mais il n'y aura jamais un autre milieu cosmique pour nous que cette planète. Le voyage, pour qui pense à échapper, le voyage à l'étoile plus proche à nous, qui n'a pas de planète intéressante apparemment, peut durer le même temps que le Sapiens a été sur la Terre, c'est-à-dire à peu près 300 000 années. Et ça, c'est seulement la plus proche dans la galaxie. Si tu veux aller vers les étoiles plus loin que tu vois la nuit, à un millier d'années-lumière de distance, ça peut durer 300 millions d'années, le voyage. C'est complètement absurde. C'est-à-dire l'ignorance cosmologique radicale qui soutient cette prépuissance de vouloir tuer la planète pour un enrichissement individuel, immédiat, qui veut dire aussi le suicide de l'espèce. Ça, la raison que je vois pour ça, c'est justement le corps atrophié qui n'a plus de sens du monde ni de soi-même. Ce sont les corps qui ont perdu leur sensibilité dans cette évolution verticale, dans une espèce de spirale croissante de perte de la sensibilité. La seule chose que peut expliquer le délire actuel. De nouveau, alors, la réponse que je vous fais, c'est récupérer la sensibilité en tant que corps. Je pense, ma théorie, c'est que tous les dominateurs sont des corps appauvris, qui ont perdu la joie de se sentir en tant que corps en mouvement, en symbiose avec le monde. Quand tu te sens en tant que corps propulsif en mouvement, en rapport, en relation, tu entres dans une symbiose. Symbiose? Une relation de se composer avec tout ce qui est autour de toi. Une transformation permanente. Ça, c'est l'antithèse de la domination. L'évolution, c'est symbiose, c'est pas domination. Ça, c'est une autre des grandes narratives qu'il faut complètement déconstruire. L'évolution n'a rien à voir. Quand il y a des événements, des anomalies de domination, la seule chose qu'il faut faire, c'est le surmonter vers des nouveaux symbioses, vers des nouveaux processus de symbiose. Mais j'associe ça avec la création historique de ce corps appauvri, atrophié, qui a perdu complètement le sens de soi-même et du monde, et de transformation avec le monde. Donc, si on veut vraiment en parler, parce que la première question que je vous disais que personne ne veut jamais poser sur la table, c'est cette histoire qu'il faut vraiment une réduction radicale de la population humaine. La deuxième grande question que personne ne pose pas sur la table, c'est qu'il faut un changement radical du mode de vie. Du mode de vie. Un mode de vie qu'on nous a présenté associé à ce corps atrophié comme, comment se dit, commodité. Oui, comme commodité. Commodité, un confort.
Ce faux confort, c'est, comme on a appelé, le corps atrophié. Ce corps atrophié devient plus et plus dépendant des systèmes complètement insoutenables à niveau planétaire, d'énergie, d'alimentation, de habitation, des transports, des communications, etc. Ça revient toujours au problème du corps appauvri. De nouveau, si on veut commencer à se désaligner de ce système planétaire de dépendance destructive, qui nous font, des systèmes qui nous font plus et plus atrophier, la seule manière d'être moins dépendant de ces systèmes qui nous atrophient, c'est de devenir moins atrophié. Récupérer une capacité en tant que corps de sentir et de bouger avec le monde. C'est-à-dire, si on veut décélérer cette curve-là, et on ne récupère dans le processus une richesse corporelle, on est dans le vide. On ne peut pas décélérer la curve si on ne récupère pas une richesse de la capacité du corps de bouger et de sentir. Donc la pyramide ST, là, c'est pour singularité technologique. Les corporations de Silicon Valley, qui contrôlent notre vie, sont très mêlées avec une tendance intellectuelle qui s'appelle transhumanisme, qui propose qu'il y aura vers 2045 une singularité technologique d'une super-intelligence artificielle. Bon, ça c'est la singularité technologique. Je pense que ça, c'est le point d'une pyramide, et la base de cette pyramide, c'est une double base ignorée d'un corps appauvri et d'une planète appauvrie. Et cette point de la pyramide ne peut pas exister sans la planète appauvrie et sans le corps appauvri. Le corps appauvri n'est pas seulement de l'esclave, le maître aussi, le corps appauvri. Celui qui s'immobilise pour qu'il y ait des autres qui bougent d'une manière alignée pour lui. Chaque fois qu'on choisit une option sédentaire, il y a quelqu'un d'autre qui bouge pour nous. Peut-être la personne qui fabrique comme esclave la machine qui permet qu'on ne bouge pas. Donc récupérer capacité de mouvement et sensorialité à tous les niveaux possibles, c'est la seule manière, à mon avis, de renverser cette histoire. En tout cas, c'est quelque chose qui ne peut qu'enrichir notre expérience. Donc, il n'y a pas d'excuse pour dire non à ma proposition. Mais on n'est pas là pour dire non, Jaime. On n'est pas là pour dire non, Jaime. Ah, mais c'est... On est d'accord avec ça. J'ai fait la... Comment tu dis la broma? La blague. Non, c'est que dernièrement, parce que je suis vraiment fâché avec tous les cercles critiques. Et donc, quand je parle avec mes collègues post-humanistes, etc., et je lui propose ça, les transhumanistes proposent des thérapies génétiques pour améliorer l'espèce. C'est une véritable fête nazie. Oui, c'est l'eugénisme moderne. C'est un eugénisme, mais c'est un eugénisme d'une élite, en général blanc, qui veut s'améliorer dans cette point de la pyramide, basé toujours sur une base d'un planète détruit et d'un corps appauvri. Mais eux, cette élite aussi, sont des corps appauvris. Ça, c'est la question. C'est pas seulement l'esclave. Le maître est aussi un corps appauvri qui a perdu le sens du monde, le sens du mouvement, le sens de sentir et la joie de bouger avec les autres. C'est pour ça que ce que je propose finalement n'est pas un sacrifice de la commodité. Non, c'est récupérer la joie du mouvement. C'est ça que je propose. Oui, C'est se connecter, s'améliorer. C'est pour ça que la singularité technologique, qui est une fallacie complète,
finalement, cache vraiment une singularité de l'extinction. Singularité de l'extension. Extinction. De l'extinction. L'extension. Oui. Où est-ce que vous pensez que cette ligne peut aller si elle ne s'arrête pas? Je me demande. De nouveau la courbe. Bon. Et on va travailler à partir de la dépression nerveuse que tu nous auras provoquée. Ouais, c'est ça. Parfait. Donc, voyons un peu dans la partie plus propositive. Bien en dessous de la terre. Totalement désespéré. Et, non, donc la partie plus propositive de la question. Non, comment est-ce qu'on récupère ce corps appauvri? Comment est-ce qu'on reconceptualise même le mouvement et la perception et le corps d'une manière qu'on peut le réinventer? Donc tout mon travail depuis des années tourne autour d'une reconceptualisation de la perception, de le sens du mouvement interne du corps. On a parlé pour ceux qui ont déjà écouté l'année dernière, mais en tout cas, on parle toujours de nouvelles manières. Bon, et ça c'est extrêmement important. Et on va passer tout le travail un peu sur ça. Donc, vous avez entendu parler de la proprioception? La proprioception? Oui. Quoi? Non. La plupart des gens n'ont jamais entendu parler de ça parce qu'on habite dans une culture qui ignore complètement la proprioception. Même si elle était théorisée d'une manière extraordinairement riche dans son traité de Charles Scott Sherrington publié dans 1906, plus de 100 ans. Mais ça a été curieusement ignoré même dans des cercles philosophiques très importants qui auraient pu tirer de ça pour une reconceptualisation très forte de beaucoup de choses, mais non. Donc, ce que j'ai fait, c'est bon. La proprioception, qu'est-ce que c'est d'abord? La proprioception, c'est le sens interne du mouvement du corps, mais c'est aussi la matrice où le corps intègre toute autre sensation dans sa capacité de mouvement. Si je vois quelque chose vers laquelle je peux bouger, c'est parce que je connecte la vision, l'écoute, etc. avec le sens de proprioception. Le sens par lequel le corps se sent à lui-même, c'est-à-dire aussi alors le sens plus fondamental de soi, voilà, de nous-mêmes, n'est pas quelque chose d'abstrait dans le cerveau, c'est le sens de la proprioception. Le fait que le corps a une sensation interne de sa propre fluctuation. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte du fait que vous pouvez sentir le corps et son mouvement interne. Mais comment est-ce qu'on sent? Maintenant, là-bas, on est assis, n'importe comment. Il y a toujours, bon, on va commencer avec une image. Un corps humain a 360 articulations, même s'il y a certaines articulations qui sont fixes, toute union entre des os. Et la plupart sont très mobiles. Je vous propose de repenser le mouvement du corps pas comme le mouvement dans certains blocs mécaniques qui se déplacent dans un espace, mais le mouvement interne, c'est-à-dire le rapport entre tous les 360 articulations. Le corps est en soi un champ de fluctuation interne qu'on peut commencer à plonger dans sa complexité avec cette idée de la combinatoire infinie, et ça c'est seulement le point de départ, entre les 360 articulations. La combinatoire en fait est plus grand que le nombre d'atomes dans l'univers connu.
mais on explore une partie absolument minimale de ça. Parce qu'on a des mouvements très alignés. Je m'admire chaque jour quand je vois comment bougent mes compagnons de vie, qui sont pas humains, et qui bougent d'une manière énormément plus riche et variée. Les chats surtout sont extraordinaires, et je vous recommande de vraiment admirer et voir la manière dont le chat explore l'espace proprioceptivement. Il cherche. C'est une connaissance proprioceptive. La vision, l'écoute, etc., c'est secondaire par rapport à la proprioception. Mais le fait, c'est que pour nous aussi, mais on ignore ça. La connaissance primordiale que j'ai d'un objet, c'est aussi proprioceptif. Pourquoi est-ce que les étreintes sont tellement importantes pour nous? Quand on ne pouvait pas embrasser personne dans la pandémie, c'était tellement une absence. C'est pas seulement à cause de l'autre, on nous sent nous-mêmes à travers l'étreinte que l'on donne à l'autre. La connaissance proprioceptive du monde est une dans laquelle on ne peut pas du tout séparer toi du monde, toi de l'autre. Si je prends n'importe quel objet dans la main, normalement je fais ça avec une bouteille parce qu'il y a toujours des bouteilles. Bon, je sais pas, cette batterie, c'est pas très beau. Le sens que j'ai de cette batterie est davantage proprioceptif, au sens que, disons le pain, si tu vas acheter le pain le matin, et tu le touches pour voir si c'est dur, si c'est plus moins dur, l'information qui te donne la texture, la consistance du pain, c'est la déformation de tes propres tissus. Donc tu connais la consistance du pain à travers la consistance de tes propres tissus. C'est le même acte de connaître toi-même que le pain, parce que la connaissance que tu as de toi-même, c'est une millier d'actes proprioceptifs à travers lesquels tu connais le monde en même temps. C'est l'opposé du point de vue fixe. Vous comprenez ça? Le point de vue fixe nous a séparés du monde à travers un appauvrissement de la sensibilité et du mouvement. Tandis qu'on peut récupérer et reconceptualiser complètement notre rapport au monde si on part de la proprioception comme un champ fluctuant de possibilités infinies dans lesquelles c'est impossible complètement de se découper du monde. Chaque acte de connaissance du monde est le même acte d'autoconnaissance. Et c'est toujours mouvement et c'est toujours intégration multisensorielle. C'est l'opposé exact à la perspective linéaire. Bon, il y a beaucoup d'autres choses. C'est un champ énorme pour réaliser tout l'héritage. Par exemple, l'idée du contrôle. C'est une des choses les plus importantes pour moi à questionner. On a hérité du cartésianisme l'idée qu'on est des sujets rationnels qui contrôlent au moins notre corps, si possible, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui le domine. Et en fait, beaucoup des luttes politiques se sont basées sur ça, sur la revendication du sujet rationnel qui au moins contrôle son propre corps. Bon, je veux vous dire, ça pas assez du tout. L'intéressant de la proprioception, c'est que la plupart de la proprioception est non consciente, même non accessible à la conscience rationnelle. C'est trop large, trop diffus, trop profond, ça va à un niveau moléculaire du corps. Et ça veut dire aussi une chose très importante. Le corps, en fait, on peut arriver même à dire, même si ça sent un peu bizarre, qu'il n'y a aucun mouvement du corps qui est vraiment sous contrôle rationnel. La rationalité d'une manière de conscience réductrice qui peut chercher de reconduire le mouvement du corps, mais le corps bouge
d'une manière auto-organisée tout le temps. Et les techniques que je vais vous proposer plus tard, d'improvisation, sont précisément des techniques où on cherche de laisser que le corps bouge dans sa capacité émergente, infinie, de reconfiguration interne de son champ proprioceptif et de la manière dont ce champ intègre toute sensation du monde. Laisser émerger cette capacité de variation au-delà d'une contrôle. Le contrôle est déjà toujours une prédiction de ce qu'on connaît. Si on est toujours en train de limiter notre mouvement à travers la prédiction de ce qu'on connaît, on coupe précisément ce que je considère que c'est le fondement d'une évolution vitale, qui est l'émergence, la variation infinie. Je vous donne une toute petite c'est-à-dire 3 heures d'introduction cosmologique. Seulement 3 heures. Cette image-là, c'est très important pour moi. Ce sont... je pense que j'ai montré ça l'année dernière déjà. Non? Je sens que tu nous avais fait tout ce discours pendant qu'on bougeait, donc je ne sens pas que Non, il n'y avait pas de projeté. Ah, bon. Alors, c'est bien que cette année-là, je vous montre un peu plus de... Parce que je me rappelle que ta voix était comme une musique sur laquelle... Ah, bon, oui. Quelquefois, je donne la théorie en mouvement, ça c'est très intéressant, mais quelquefois, bon. Donc, oui, ici, vous savez, le type d'architecture prédominante. L'architecture, ça c'est un microchip voilà, qui est basé sur une architecture complètement grillée. Et ça, qu'est-ce que c'est ça? Ça pourrait être beaucoup de choses en fait. Mais qu'est-ce que vous croyez c'est ça? Hein? Filament galactique, c'est beau comme nom. Ah, mais je l'écris, c'est stupide. Mais... Ah bah. Mais ça me fait penser aussi au mycélium. Les filaments entre les champignons. Oui. C'est dans la forêt, souvent il y a un seul champignon et c'est que le même champignon. Ouais, ça passe en dessous de la terre. Et ça me fait penser à ça, et aussi les connexions entre les neurones. Ouais, ça, Moi, ça me fait penser au sang. Le sang dans le corps. De quoi? Le sang. La sangre. Le sang. La sangre. La lave aussi, la lave volcanique. Bon, en fait, ça pourrait être toutes ces choses-là parce qu'en fait, ça dénote un type de mouvement qu'il y a au niveau cosmique à beaucoup d'échelles diverses. Mais la fascination qu'il y a pour moi cette image, c'est que ce sont en fait les filaments galactiques. C'est une image qui est une simulation. On ne peut pas observer ça. C'est une simulation très complexe qu'on a pris beaucoup d'années à faire. Ce qu'on voit ici, ce sont en fait les structures les plus grandes qu'on connaît dans l'univers observable. Filament galactique veut dire que dans ce filament-là, il y a à peu près 1 million de galaxies. Dans le filament. C'est une distribution de la matière obscure, en fait, du gaz intergalactique, à l'intérieur duquel sont le 100 milliards de galaxies à peu près qu'il y a dans l'univers observable. Cette portion-là, c'est une portion, bon, une petite portion de l'univers observable. Et bon, on peut dire que notre galaxie est une des millions de galaxies qu'il y a dans ce petit filament-là. Pourquoi disent les cosmologues que les structures les plus grandes qu'on connaît de l'univers observable sont comme ça? Une structure de sponge, structure éponge. Une structure en forme de type de filament et de... Bon, ce qu'il y a entre les filaments sont comme le burbujas, non? Burbuja? Burbuja, c'est le... Non. Oh, espuma, moi je dis espuma. De l'écume. L'éponge. Oui. Hein? Espuma, c'est l'écume. Oui.
écume. 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 C'est comme écume. Les filaments sont ce qui sépare les zones, les boules, non, la boule crasse. Les bulles. Ah oui, les bulles. Les bulles, Les bulles. Ouais, ouais. les bulles d'un cube. L'univers, c'est comme une éponge énorme. C'est comme une écume énorme. Pourquoi? Alors, la raison très belle et intéressante qu'on donne, c'est il y a dans le pensée cosmologique et physique contemporain, et depuis plus de 100 années, il y a une notion très affirmée qui est extrêmement intéressante, qui est celle de la primatie de la fluctuation quantique. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la fluctuation quantique? Ce sont des différentiels indéterminés d'énergie et densité. Donc, ce que disent la physique et la cosmologie depuis longtemps, c'est que la seule chose qui ne peut jamais cesser à exister, n'importe où, même dans le vide le plus vite interstellaire, ou même avant qu'un univers se crée, c'est la fluctuation quantique, les variations indéterminées d'énergie et densité. Donc je cherche de pousser ça à un niveau ontologique et dire que, en fait, oui, un univers n'est que la manière dont la fluctuation quantique s'exprime dans un mouvement de variation infinie. Parce qu'on a fluctuation dans la fluctuation, dans la fluctuation, dans la fluctuation. Et nous sommes partis de ça. Notre corps sont des champs de fluctuation. Cette manière dont je vous expliquer comment je comprends un corps à travers cette idée de l'essence de 360 articulations qui peuvent changer à l'infini le rapport interne, mais ce qu'on sent en fait sont des fluctuations, des tensions musculaires distribuées entre les 360 articulations. Donc le corps même est aussi un champ de fluctuations. Et nous sommes partis d'une évolution cosmique qui est un mouvement de variation croissante. Donc l'aspiration la plus haute de n'importe quel univers, je dis, c'est de créer la plus grande variation possible d'expression de la fluctuation. Mais dans ce parcours-là, il y a des fois des boules qui se ferment, des boules de domination. Comme celui qu'on a créé dans la planète dans les derniers 10 000 années. Ce sont des anomalies qu'il faut surmonter. Voilà. Ça c'est, je vais laisser là le chapitre cosmologique. Mais juste pour dire que cette manière dont s'exprime la fluctuation dans des différentiels qui ont cette distribution en forme d'écume, c'est précisément pour ça qu'on le trouve dans le séché le plus petit et le séché le plus grand. Juste pour clarifier, la raison pour laquelle les cosmologues proposent qu'il y a eu cette distribution, c'est qu'il y a eu une inflation exponentielle au début de cet univers particulier, et la fluctuation quantique qui s'est exprimée par hasard dans cette inflation exponentielle s'est exprimée dans cette distribution particulière des différentiels de densité et d'énergie qui continuent à évoluer. Oui, parce qu'en plus, cette image, ça ne peut pas être une image fixe, c'est forcément une image qui bouge. Seulement qu'elle bouge dans des dimensions spatio-temporelles. En fait, oui. En fait, la lumière la plus lointaine que nous arrive de galaxies qui sont à 13 000 milliards d'années-lumière de nous, ces galaxies sont maintenant beaucoup plus loin parce que l'univers s'est expandé. Donc oui, c'est impossible en fait de concevoir cette échelle dans une notion cartésienne. Ici, l'espace est temps. C'est-à-dire, on ne peut pas... C'est de nouveau pour contredire l'ignorance cosmologique humaniste de la domination. Cette idée de dominer l'univers, de dominer les filaments galactiques, si on ne peut pas même imaginer d'arriver à l'étoile le plus proche dans notre petite galaxie qui est à l'intérieur de ce petit filament galactique.
C'est vraiment ridicule. C'est-à-dire, la seule chose qu'on peut faire par rapport à ce dynamisme cosmique, c'est faire partie de ce courant de différenciation croissante. Bon. Oui, arriver à saisir par nous-mêmes et par nos corps qu'on fait partie de ce gigantesque ensemble dont on n'est que une petite particule. 30 secondes, il continue. C'est quoi Vous s'échappe. On fait une tentative pour diminuer la population mondiale. Non, on arrive là tout de suite. Non, je vais finir bientôt parce qu'il faut se mettre en mouvement. Voilà. C'est vrai Son las 3:30 ya. Son las 3:30 y hace un poco de fresquito. Ouais, je sais pas, je pense pas que les radiateurs Ouais. fonctionnent. Sinon on aurait eu trop chaud tout de suite. L'hiver ça tombe bien. Mais le système doit être éteint. Il est éteint. C'est pas encore l'hiver administratif. C'est la ville de Toulouse qui décide que quand c'est l'hiver et quand c'est Contrôle les froids de corps. Exact. la température de corps, c'est commande municipale. C'est beau dehors, mais on est enfermé dans le noir. On va bientôt sortir. Il y a du soleil là-bas. Il y a des biscuits sur la table. Ça va faire du bien de bouger un peu, justement. Ça va faire du bien de bouger un peu. Oui. Non, je vais chercher de finir dans 3 heures et puis on bouge. Non. 3 minutes. 3 minutes et l'espagnol. Non, je cherche de finir un peu l'introduction. C'est comme les Microsoft, ça fait 3 minutes. Non, une chose très intéressante, c'est ce que j'ai dit récemment à ce type de transhumaniste qui veut oublier de son corps, parce qu'un des grands rêve des transhumanistes, mais qui en fait c'est un vieux rêve de la religion chrétienne, du platonisme, etc. C'est se débarrasser du corps. C'est toujours cette histoire affreuse du mépris du corps. Donc, ce que j'ai dit récemment à ces transhumanistes, n'importe qui veut se débarrasser du corps, c'est qu'ils lisent un peu qu'est-ce qui se passe aux personnes qui perdent sa propre réception. C'est très rare, mais il y a un chapitre très connu, peut-être vous connaissez, dans ce livre de Oliver Sacks, l'homme qui a confondu sa femme avec un chapeau. El hombre que confundía a su mujer con un sombrero. Es un libro de Oliver Sacks. C'est un neuropsychologue très important. C'est un livre très connu qui a un chapitre numéro 3 qui s'appelle La femme désencharnée. Qui parle du cas d'une femme qui a perdu d'un jour à l'autre sa propre réception. Et Oliver Sacks est très expressif quand il décrit la manière dont cette personne a pu réapprendre à bouger très difficilement, a dû réapprendre même à parler, en s'aidant avec l'écoute et pour bouger avec la vision. Si tu ne regardes pas ta main, tu n'as plus de sens, où est-ce que c'est ta main, tu tombes directement. Elle a pu plus ou moins bouger, mais elle n'a jamais pu récupérer le sens de soi et du monde. Elle habitait, dit Oliver Sacks, dans un cauchemar inimaginable, une espèce de vide existentiel absolu, parce qu'elle avait été vidée de sa... de son sang. De su espina dorsale existentielle, son axe vital, soit comme sens de soi-même que du monde aussi. Elle n'avait plus de sens du monde, elle n'avait plus même de mémoire de soi-même. Mais j'ai vu un documentaire, c'était sur Arte il y a quelques mois, sur des recherches sur la proprioception, parce que maintenant les scientifiques s'y intéressent, et il y avait une femme qui avait perdu le sens de la proprioception comme ça aussi. Et ça a été lui-même, donc elle était en fauteuil roulant, elle avait toujours besoin de quelqu'un pour je
ces fauteuils roulants et elle expliquait qu'elle avait besoin de la vue pour prendre un objet, qu'elle avait besoin de tous ses autres sens. Et elle disait, le problème aussi, c'est qu'au début, quand elle a perdu la proprioception, elle avait encore le sens du toucher. Mais comme les années passées sans proprioception, son corps oubliait le sens du toucher. Donc elle n'arrivait même plus à reconnaître une matière. Et petit à petit, elle ne reconnaissait même plus quand elle avait quelque chose dans la main. Et en fait, c'est que la plupart des choses qu'on appelle tactiles, c'est en fait perception. Ouais. La partie tactile, c'est trop petite. C'est seulement peut-être quelque chose avec la texture, la surface. Mais tout ce qui entre, c'est déjà... Ce qu'on sent, c'est la fluctuation en termes de notre de notre champ tensionnel. Mais aussi la manière... la théorie que je propose, c'est que cette matrice n'est pas seulement du mouvement interne, mais, comme je disais, la vision a sens pour moi en tant que je peux bouger en relation à ce que je vois. Parce que la vision est intégrée dans ma propre perception, la vision a sens. Mais on a créé un monde renversé, où la vision domine des corps immobiles, qui ne se sentent plus à soi-même. Ça, c'est le problème épocal que je pense qu'on... Ça, c'est en tout cas la manière de le voir. Donc voilà. Je vous recommande de lire ce chapitre de Oliver Sacks. Donc je parle de l'intelligence corporelle, la IC, c'est pour moi la proposition pour une vraie révolution et évolution, et non pas du tout la IA, l'intelligence artificielle, qui à mon avis c'est une démarche contre-évolutive et bien sûr contre-révolutionnaire. Inventer un nouveau Dieu. Hein? C'est une dystopie de domination, c'est une dystopie de domination qui n'a pas de futur, c'est-à-dire... Oui, le futur de l'économie immédiate va tout dans cette direction. Mais si on regarde la courbe que je vous ai montrée, est-ce qu'on peut vraiment soutenir que ça va continuer à l'infini dans cette direction? Les machines de l'intelligence artificielle dépendent de tout type d'extractivisme planétaire complètement insoutenable. Et d'énormes simplifications à tous les niveaux. Oui, parce que j'ai oublié avant de dire, parce que les nuées, c'est ça. Les nuées, ce sont les guerres du coltan. C'est l'extractivisme des métals spécifiques des technologies numériques, grâce à laquelle il y a des guerres en Afrique depuis des dizaines d'années. Ça, c'est partie de la nuée digitale numérique. Ça, c'est partie de la nuée numérique et aussi de notre vie de consommateurs de corps atrophiés. Ça, c'est partie de la nuée. Ça, c'est partie de la nuée. Il y a des millions de centres de données partout la planète qui consomment plus de 4% de l'électricité de la planète. C'est juste pour qui sont réfrigérés continuellement dans des trillions de disques durs. Ça, c'est partie de la nuée. Ce sont les câbles sous-marins qui sont aussi similaires à la trajectoire des grands bateaux qui transportent ces marchandises. Mais ma théorie, c'est que plus atrophié on est, on crée une planète complètement sépultée dans basura. Comment se dit basura? Poubelle. C'est-à-dire ça. Hein? Ça, c'est comment se dit basura, dices? Poubelle, pardon. Poubelle numérique. Ça dit basura digital trash? Oui, poubelle numérique. La poubelle numérique est en train de sépulter l'Afrique. Ça, c'est poubelle numérique en Afrique. Toute la poubelle numérique européenne arrive en Afrique ou en Asie. Donc, de nouveau, plus on crée aussi avec cette économie de l'obsolescence programmée, où les choses sont créées mauvais jusqu'à qu'elles durent le moins que possible, crée effectivement une planète poubelle. Tout ça, c'est les nuées, les fameuses nuées numériques. Et évidemment ça, l'holocauste planétaire, les 100 000 milliards d'animaux. Je demande récemment toujours aux gens quel argument quelqu'un peut me donner pour que cette personne avec qui je parle ne soit pas là et ces animaux, oui.
accepte ce discours bio, comme quoi les animaux dans une ferme sont traités mieux, donc c'est plus justifiable de manger, mais je dis comment je peux justifier ça? De toute façon, c'est pour les cœurs. Voilà, en tout cas, je pense. Si, absolument. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une grosse différence. C'est-à-dire, il y a une différence entre les animaux qui sont nés dans des champs de concentration, qui ne voient dans toute sa vie un rayon de soleil, qui sont complètement immobilisés par toute sa vie. C'est évidemment cette histoire de la immobilisation intensive des animaux et aussi des humains est insoutenable à tous les niveaux. C'est-à-dire, le problème avec les fermes n'est pas seulement la souffrance des animaux enfermés puis tués, mais l'entière industrie est complètement insoutenable à cause des ressources qui dépendent des résidus qui le génèrent, de la délocalisation qui comporte alors le transport continu par la planète, tous les aspects de ce type d'industrie. Mais je pense qu'il y a en fait une grande différence entre l'intensif et l'extensif. Mais ce n'avait pas dire. En tout cas, on revient toujours à la question première. Si on continue à être 8 milliards et bientôt 10 milliards, il ne va être pas possible d'alimenter 10 milliards de personnes avec des animaux qui ont eu une très belle vie à l'extérieur. Et c'est-à-dire, on revient toujours au même problème. Mais c'est pas possible de nourrir une planète avec une alimentation qui consomme autant de viande. Parce qu'on n'a pas besoin d'autant de viande en plus. Et la consommation de viande a énormément augmenté partout sur la planète, et particulièrement dans les anciennes colonies européennes, parce qu'on arrivait en disant, il y a déjà bien longtemps, la façon civilisée de manger, c'est de manger de la viande, dans des populations qui en mangeaient très peu. Et on a modifié les cultures. Si. Pour moi, on arrive toujours là. Avec cette population et ce style de vie, c'est impossible d'avoir un rapport soutenable avec les animaux, avec le planète entière. Absolument impossible. C'est pour ça que je dis qu'autant, au-delà de cette réduction radicale de la population, pour moi, il n'y a pas de futur qui ne passe par un retour aux cultures de récollecteurs. C'est ça qui a dominé la plupart de Sapiens. De ces 300 000 années du Sapiens, le 290 années premières ont été exclusivement des cultures de récollecteurs. Il y a tout un travail qui font des ethnographes récollecteurs. Accueilleurs. Hein? Chasseurs, Oui, chasse et cueillette. Pas chasseur, mais récollecteur. Cueilleur. Quelqu'un qui cueille les arbres. Il y a tout un travail qui font des ethnographes qui est très important au niveau de démystifier beaucoup de choses. James Sussman, c'est un anthropologue qui publie des choses très importantes au niveau de exposer la manière dont les cultures des cueillers avaient beaucoup plus de temps libre, beaucoup moins d'alignement, de soumission au travail. Alors, beaucoup plus de temps pour la créativité collective aussi. Il y a eu des pratiques chorales, ça c'est un de mes grands thèmes. Ce qu'on travaille avec Jean-Marc à Météorologie de Toulouse depuis des années, ce sont des pratiques chorales. Des corps qui créent un espace en commun, émergent, etc. Chaque culture tribale a eu des pratiques chorales, artistiques, multisensorielles, extrêmement riches et complexes. La grande anomalie, c'est la tradition européenne qui a séparé les disciplines, les espaces, et les alignements extrêmes, etc. Mais notre tradition aussi vient du cœur, le cœur dionysiaque, je parle de ça. C'est Nietzsche qui nous a donné cette histoire de comment la tragédie grecque a émergé du cœur dionysiaque. Le cœur, qu'est-ce que c'était le cœur dans l'ancienne Grèce? Un groupe nomadique de corps qui dansaient et chantaient dans l'espace extérieur. C'était une célébration.
lié souvent au mystère dionysien, Voilà. qui était une religion orgiastique de réunification Des avec la invocations, nature, qui des- réunissait toutes les classes opprimées de la Grèce, etc. Bon, mais en général, je pense que le cœur, c'est l'expression primordiale dans n'importe quelle culture. C'est l'expression des essences. Les essences dans la culture sont les cœurs. Les corps qui créent ensemble un champ rythmique émergent en variation. Quand on ferme le champ, quand on aligne le cœur d'une telle manière et on crée cette société absolument abstraite de connexion, alors on arrive à une crise planétaire. Voilà. Donc il faut récupérer des techniques d'improvisation chorale proprioceptive. Pour moi, ça n'est pas veut dire aller en arrière. C'est qu'il faut se développer des nouvelles capacités de bouger dans le monde, telles qu'il n'y a jamais existé. Des nouveaux, ce que j'appelle intelligence corporelle, qui veut dire aussi de nouvelles architectures. C'est pour ça que si on fait des expériments en métabodie avec des structures physiques qui peuvent exister absolument indépendants de l'aspect numérique ou de l'aspect électronique. Il y a tout un monde infini à inventer des architectures de la vie en général. Mais la technique pour moi la plus fondamentale, c'est récupérer notre sens de proprioception et des variations. C'est pour ça que le premier exercice qu'on va faire tout de suite, c'est juste une écoute proprioceptive. Et pour moi, ça c'est la technique la plus importante que les personnes peuvent puis porter à n'importe quel environnement vital et à, disons, comme une manière de redéfinir leur rapport avec n'importe quoi. Si tu récupères ta capacité de variation en mouvement, tu peux te désaligner d'une manière subtile et permanente qui réintroduisent de la richesse expérientielle et de la capacité de variation dans des corps et des contextes qui étaient tellement animés qu'il semblait que rien n'était plus possible. Et la possibilité qui s'ouvre est dans la variation minimale soutenue. Ça, c'est ce que je pouvais vous proposer. C'est les techniques que je vous propose, n'est pas apprendre en une manière de bouger, mais apprendre à laisser que le corps développe toujours une toute petite variation par rapport à toutes les autres choses que le corps fait servir. Toujours une nouvelle. Et donc les autres techniques qu'on va travailler, ce sont des autres couches, ils sont pendant qu'on a le numérique, etc. Bon, réfléchissons à comment on peut contrevenir la tendance réductionniste de ces technologies. Et même dans ces technologies, réintroduire un corps plus riche. Même si je ne crois pas qu'il y a du futur dans le numérique. Un niveau de santé planétaire, comme je dis. La santé planétaire, c'est le problème. Dans ce sens, quel est l'apport ou l'élément que tu trouves qui lie cette pensée, cette philosophie avec cette réalité numérique? Donc le numérique, je propose toute une théorie que je vais expliquer seulement des aspects en début, pour comprendre aussi la société algorithmique en termes de mouvements. Ce sont des mouvements qui sont devenus géométriques, et puis un algorithme finalement c'est une séquence de pas qui peut être codifiée. Ça c'est physique finalement, c'est une manière de bouger dans le monde qui devient codificable. Mais ça c'est parce qu'on s'est aligné pendant des milliers d'années dans des environnements croissamment géométriques. Et cet alignement a comporté une atrophie sensorielle qui veut dire aussi cognitive. Il y a une association que je n'ai pas vraiment explorée aujourd'hui, mais entre comment on bouge et comment on pense. Les synapses neuronales émergent du mouvement en fait. Ma proposition c'est que plus rigide notre mouvement, plus rigide notre synapse neuronale, plus plastique notre capacité de bouger dans le monde, plus plastique notre pensée. Donc, mais il y a eu un renversement de cette
question. Et on nous a dit que non, que la manière alignée, étroite, rigide, atrophiée de travailler dans le monde, c'est la seule manière d'atteindre une civilisation supérieure. Je pense que il est un peu tard déjà, n'est-ce pas? Qui doit partir à 5 heures? Ouais, c'est ce que j'avais prévu, mais. À peu près. Ouais, à peu près quoi, une vache près. Bon, 2 heures après, 3 heures après. Voilà. Donc, 1 heure minimum de route. et, donc voilà, non, je vous ai donné un peu l'idée générale. Récupérer le corps et la capacité de bouger, c'est une responsabilité planétaire, cosmique. Et c'est la seule manière de devenir moins dépendant de toute une série de systèmes complètement délirants qui créent une planète poubelle. Bon, j'ai pas beaucoup de temps d'expliquer cette partie-là, mais puisque j'ai commenté cette idée de réduire la population, bon, je pense qu'il faut... non, il faut vraiment un cycle d'homosexualité obligatoire dans toute la planète. Il faut un cycle d'homosexualité obligatoire dans toute la planète. Non, ça c'est une manière provocatrice de dire... Écoute, c'est une manière provocatrice de poser sur la table un point. Alors moi j'avais proposé de tuer tous les embryons masculins pendant 10 ans. Détruire tous les embryons masculins pendant 10 ans. Non, écoute, la proposition que j'ai faite, c'est la suivante. La manière dont il y a eu l'émergence, pendant cette émergence des sociétés agriculturelles et cette explosion démographique absolument délirante, ça a allé de la main de la émergence historique graduelle et complexe des systèmes hétéronormatifs oppressifs et rigides. C'est la seule raison, la seule raison pour laquelle il y a eu cette émergence des systèmes hétéronormatifs, patriarcales, oppressifs et rigides, était la liaison avec cette explosion démographique qui est associée à un projet colonial d'expansion dans l'espace et de domination de la Terre qui émerge avec les sociétés agriculturelles. L'objectif, c'était la reproduction. La reproduction est là nécessaire, mais la paradoxe que je vous propose, et apparemment personne dans des milieux queer n'a jamais proposé ça, c'est que c'est précisément ces régimes hétérosexuels oppressifs qui nous rendent dans l'extinction, vers l'extinction. C'est précisément cette multiplication délirante de l'espèce qui nous rend vers un processus véritable d'extinction planétaire. C'est-à-dire, il faut absolument faire un stop dans la reproduction de l'espèce. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Mais écoute, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Pourquoi? Ce qu'il faut, c'est un démontage beaucoup plus profond de toute cette histoire complètement renversée qui nous a dit que oui, la reproduction hétérosexuelle est la source de l'existence de l'espèce. Non, ça c'est ce qui nous porte vers l'extinction. La conceptualisation de la sexualité comme liée à la reproduction est aussi un fait historique qu'il faut corriger complètement. À niveau évolutif, le sexe n'a rien à voir avec la reproduction. Le concept de sexe que je propose et qui est très lié avec toutes les choses que je vous dis à niveau cosmologique et de la proposition, etc., c'est celle qui nous donne la biologue Lynn Margulis dans sa théorie évolutive de la symbiogenèse et du sexe bactérien. Ce qui a dominé la Terre, mais dominé au sens bon, c'est-à-dire de force évolutive créatrice, c'est le sexe bactérien. Les bactéries n'ont pas de sexe pour se reproduire. C'est-à-dire, nous sommes apparus dans la planète véritablement dans le dernier eye blink. Non, pas un clin d'œil. Oui.
Et même les formes multicellulaires complexes sont émergées très tard dans l'évolution. La plus grande partie de l'évolution, ce sont seulement les bactéries, pendant 4 milliards d'années. Donc, la matrice évolutive des différenciations, des productions de diversité, une des aspects fondamentaux, c'est le sexe bactérien. Le sexe bactérien, c'est la manière dont les bactéries échangent des gènes continuellement. C'est la source de la plasticité radicale des bactéries et crée des écosystèmes dans une croissante diversité. Le sexe, alors, doit être radicalement reconceptualisé comme processus de mutation permanente. Les corps comme nous ont beaucoup de niveaux de mutation collective. Quand tu crées une nouvelle relation proprioceptive avec quelqu'un d'autre, et je ne parle pas maintenant d'une relation d'un rapport de ce qu'on conçoit traditionnellement par sexe, mais si tu crées un métacorps, comme je dis, une nouvelle composition proprioceptive avec quelque chose ou avec quelqu'un d'autre, tu crées un nouveau sens du corps. Ça, c'est une mutation cognitive, une mutation sensorielle, une mutation métabolique. Comment tu bouges et perçois le monde crée une mutation vraie, et peut-être encore plus profonde qu'une mutation génétique, dans les manières dont on crée notre monde, notre pensée, notre sentiment, notre perception, notre capacité de bouger, etc. Donc, comment on bouge, comment on perçoit, c'est une manière la plus profonde que je propose pour reprendre l'évolution comme mutation infinie. Je vous disais avant, pour moi l'évolution d'un cosmos, d'un univers, c'est une variation infinie. Et cette conceptualisation réductionniste du sexe comme reproduction qui a émergé historiquement justement dans cette délirante explosion démographique des empires et des sociétés coloniales, c'est complètement un échec. Il faut renverser cette conception réductionniste et récupérer justement de nouveau avec une renouvelée capacité de corps de bouger et se sentir en symbiose avec les autres. La symbiose, la symbiogenèse, c'est justement la théorie des lignes Margulis, de l'évolution comme une symbiose permanente, et une des aspects plus primordiaux, c'est le sexe bactérien. Donc voilà. La provocation initiale d'un siècle de homosexualité obligatoire, c'est une manière provocatrice de dire qu'il faut renverser complètement toutes les conceptions binaires du sexe comme reproduction, de la famille nucléaire, etc., qu'on a hérité. Il faut récupérer et reconceptualiser le sexe comme une mutation collective, une capacité des corps de symbiose sensorielle. Et ça, bon, je n'ai pas de temps, mais ça comporte une conceptualisation de ce que j'appelle la métasexualité, qui est une manière de conceptualiser le sexe comme une multiplicité infinie des modes, une sexualité modale, des modes de composition, comme qualité de l'expérience. Qui inclut cette capacité de proprioceptive. Exactement. À ce que tu ressens pour les corps qui s'approchent de toi, ou la personne. Exactement. Pour moi, la source de cette reconceptualisation passe par reconceptualiser la perception et la proprioception et notre capacité de symbiose sensorielle avec le monde. Voilà. C'est là où je pense, mais évidemment, tout ce qui se passe maintenant dans le monde n'est pas exactement dans la direction opposée.